Nous allons passer à la deuxième partie de ce débat des douanes et de l'environnement avec des interventions de Pierrette Crozemary, que vous connaissez, beaucoup connaissent, qui est membre du CESE et qui est membre du comité de fiscalité économique, qui est aussi une ex-inspectrice principale des douanes, entre autres choses, entre bien d'autres choses encore. Alors, elle va nous faire essayer de nous simplifier un petit peu les problèmes que peuvent poser une fiscalité écologique. Comment essayer d'inciter les acteurs économiques à une meilleure prise en compte de l'environnement et comment aboutir à une véritable préservation, on va dire, environnementale fondée sur une fiscalité qui se veut juste et équitable. Je crois que c'est ça. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Eh bien, comme en douane, vous le savez, on est habitué à s'adapter. Nous allons faire un duo. Ce n'était pas prévu, mais on vient de modifier légèrement ce qui vous avait été annoncé. Donc, avec Thierry, avec Arnaud, déjà, je commence par me tromper dans le prénom, avec Arnaud Picard, nous allons donc intervenir sur une des missions douanières, qui est cette fiscalité environnementale. Je vous présenterai pour ma part les différents éléments de cette fiscalité environnementale et j'ai essayé de cibler des éléments d'actualité. Et puis, mon camarade vous présentera comment la douane intervient et quelles sont les problématiques auxquelles nous sommes confrontés par rapport à cette fiscalité à laquelle nous croyons tous les deux. Voilà, au moins c'est un point de convergence entre nous que nous avons découvert. Donc, cette fiscalité environnementale, on en parle beaucoup. Donc, je vous ai préparé, voilà, c'est parfait, je vous ai préparé quelques transparents pour que vous vous remémoriez quelques éléments de cette fiscalité environnementale. Et vous le voyez, donc, l'essentiel, ce sont les taxes sur l'énergie, avec la principale taxe qui est la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Dans le débat politique récent, vous voyez bien que c'est sur cette fiscalité de l'énergie qu'il y a des marges budgétaires et le comité pour la fiscalité écologique qui a été mis en place à la suite de la première conférence environnementale ne s'y est d'ailleurs pas trompé puisqu'il a travaillé sur des scénarios qui consistent d'une part à aligner la fiscalité diesel sur celle, enfin aligner les fiscalités diesel des essences et d'autre part à instaurer une assiette carbone à cette TICPE. Je vous présenterai le scénario qui a été proposé au niveau du comité plus tard. Donc, cette fiscalité de l'énergie, vous voyez que c'est l'essentiel. Je vous rappelle qu'au niveau européen, on définit une taxe environnementale comme une taxe dont l'assiette est une unité physique de quelque chose qui a un impact négatif et avéré sur l'environnement. Ces taxes doivent viser donc différentes pressions. Alors, consommation de ressources, comme c'est le cas pour l'énergie, mais aussi émissions de gaz à effet de serre, comme ça va être le cas pour d'autres taxes, pollution de l'air, des sols et de l'eau. Alors, ces pressions, bien évidemment, peuvent être couplées, puisque la combustion d'hydrocarbures va consommer une ressource non renouvelable, va émettre des gaz à effet de serre et va polluer l'air. Donc, on a là une justification de cette fiscalité environnementale. Et cette fiscalité, donc 40 milliards d'euros, je vous l'ai indiqué, on dit souvent que la France est très en retard. Donc, c'est le transparent suivant. Alors, voilà. On dit qu'elle est très en retard parce que vous voyez par notre ratio de fiscalité environnementale par rapport au PIB ou par rapport au prélèvement obligatoire, par rapport au PIB, 1,9% au niveau de l'Union européenne et pour notre pays et 2,4% au niveau de l'Union européenne, par rapport au prélèvement obligatoire, 4,4%. Pour notre pays et 6,2 pour la moyenne de l'Union européenne. Donc voilà, c'est ce qui justifie qu'on a souvent ce discours. Il nous semble qu'il faut aller au-delà de ce discours pour voir ce qui se cache derrière ces différents ratios.
Je vous ai indiqué ensuite les différents montants pour que vous ayez un ordre de grandeur, parce que la fiscalité environnementale, et nous le savons bien, douaniers, c'est à la fois des taxes que nous percevons, mais c'est aussi des remboursements ou des exemptions que nous sommes amenés à gérer. Donc vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle des dépenses fiscales favorables à l'environnement. Ce n'est pas une somme négligeable, 2,5 milliards, dont le crédit impôt pour le développement durable, 1,9. Et puis il y a aussi la dépense fiscale sur les énergies fossiles, celle dont on parle beaucoup, 5 milliards, avec simplement pour le transport aérien national et international, 2,5 milliards. Alors, cette fiscalité, vous le savez si vous êtes praticien de cette fiscalité, mais plus simplement comme simple citoyen, vous pouvez aussi appréhender toute sa complexité et dans le débat public aussi une certaine confusion qui est introduite, d'autant que cette fiscalité est déjà complexe en elle-même puisqu'elle vise une modification des comportements des acteurs, soit des entreprises, soit des particuliers, elle est extrêmement fréquemment modifiée, pas seulement dans ses taux, mais aussi dans ses assiettes, et elle tient compte effectivement de très nombreux paramètres. Alors, le collègue interviendra plus précisément, mais c'est vrai que tous ceux qui ont eu affaire avec l'instruction qui détaille chaque année les modalités de perception de la TGAP savent de quoi il est question. Alors, moi, dans l'actualité récente, je voudrais illustrer ce propos sur l'intérêt de la fiscalité et en même temps la difficulté de mise en œuvre de la fiscalité environnementale par le rapprochement des fiscalités essence diesel et par l'introduction de l'assiette carbone dans la fiscalité énergétique. Le rapprochement, donc, c'est le scénario qui va s'afficher, qui a été présenté au comité de fiscalité écologique du mois de juillet. Je vous dis tout de suite qu'il n'a pas fait consensus. Le rapprochement des fiscalités essence-diesel, il est souhaité depuis des années par un certain nombre d'acteurs, syndicaux et associatifs, pour des raisons de santé publique. Il est clair effectivement que la pollution de l'air par les particules fines, maintenant nous avons un certain nombre d'études épidémiologiques qui montrent qu'elles sont responsables du développement de maladies bronchopulmonaires graves et qu'elles ont un coût. Ce matin on parlait du coût sociétal, c'est typiquement le cas de l'émission de ces particules. Mais en même temps, tous nos gouvernements successifs ont encouragé la motorisation diesel et ont façonné à la fois l'industrie automobile française, mais aussi notre paysage avec cette faveur en faveur du diesel. Donc, aujourd'hui, face à ce problème de santé publique, on voit bien qu'on a besoin d'études d'impact économique, social, pas seulement environnemental, on commence à les avoir, les études d'impact environnemental, à deux niveaux. Au niveau de notre industrie et de notre filière automobile, donc voir des constructeurs jusque tous les intervenants en sous-traitance, quelles sont les évolutions engagées et quelle transition professionnelle pour les salariés de ces secteurs-là il faut mettre en perspective et négocier. Mais on voit bien aussi qu'au niveau des citoyens, au niveau des populations, ceux que l'on a incités à aller habiter en périurbain, là où il n'y a pas de transport en commun, ceux qui ont des horaires décalés, on voit bien que tout cela sont dans le cadre de dépenses contraintes, et c'est vrai que ce sont souvent les plus modestes qui ont les véhicules diesel les plus anciens, donc les plus polluants. Donc on a besoin de prendre en compte ce phénomène, donc c'est quelque chose qui peut effectivement s'imaginer dans la durée, mais en aucun cas du jour au lendemain. La proposition donc qui consistait à aller très rapidement à un rattrapage entre les fiscalités essence et diesel est apparue vraiment comme une proposition uniquement budgétaire pour alimenter les caisses de l'État et ne prenant pas en compte l'ensemble des paramètres. J'en viens au deuxième élément de ce dossier, qui est l'introduction d'une assiette carbone. Vous savez que c'est la proposition de la directive européenne qui révisera la fiscalité énergétique. Cette proposition consiste à avoir une double assiette, donc une assiette carbone qui serait introduite à côté de l'assiette énergétique classique. Alors, vous voyez dans le scénario qui nous a été proposé par le président quelque chose d'assez habile, puisque pour neutraliser
neutralisé en quelque sorte 2014, eh bien, on créait cette assiette carbone au prix de 7 € la tonne, ce qui est donc les conditions du marché, peut-être un tout petit peu plus que les conditions du marché, mais surtout, on neutralisait cette introduction de l'assiette carbone par une baisse de l'assiette classique, l'assiette sur la fiscalité énergétique. Et on avait une montée progressive de l'alignement fiscalité essence, fiscalité diesel. Bon, le système, pour être complète dans cette présentation, ne reposait plus sur des exemptions pour un certain nombre de secteurs, mais il y avait des compensations et des mesures d'accompagnement. Des mesures d'accompagnement pour les ménages, une compensation monétaire sous forme de crédit d'impôt pour les ménages à faible revenu, et pour les entreprises, c'était le financement du crédit impôt compétitivité emploi et des mesures complémentaires pour un certain nombre de secteurs parmi les plus exposés. On voit donc bien que face à une urgence climatique, à une exigence sociétale, la réponse en termes fiscaux n'est pas si simple que ça. On voit bien aussi que la taxe est un outil à la disposition du gouvernement, mais qu'il ne doit pas être le seul à être considéré sur une période de moyen terme. Et la difficulté, je dirais, du comité de fiscalité écologique, c'est de se situer uniquement dans le cadre de la fiscalité environnementale, puisque si vous ne prenez pas le cadre fiscal d'ensemble, il est difficile de prendre en compte des paramètres comme les capacités contributives, dont pourtant va découler une certaine justice fiscale. Il est difficile aussi de prendre en compte les préoccupations d'un certain nombre de secteurs économiques. Donc, on a bien besoin d'une dynamique et d'une réflexion sur la fiscalité d'ensemble. Je dis ça concerne les particuliers, mais ça concerne les entreprises. Il est tout à fait possible, au travers de notre outil fiscal comme l'impôt sur les sociétés, de favoriser les entreprises qui ont des comportements vertueux et de pénaliser celles qui, au contraire, ont des comportements prédateurs par rapport à l'environnement. Donc, on a besoin de réfléchir, me semble-t-il, cette fiscalité dans un cadre beaucoup plus large qu'uniquement la fiscalité environnementale. Donc, je vous l'ai dit, présentée telle qu'elle a été présentée, cette réforme n'a pas reçu consensus, mais ce dossier est loin d'être clos. On aura la semaine prochaine une présentation du budget et je pense que ces différents éléments vont être à nouveau dans le débat public. Alors, je voudrais aborder aussi un point qui a fait divergence cet été, c'est l'écotaxe poids lourd, puisqu'elle devait rentrer en vigueur au 1er octobre de cette année et qu'elle vient encore d'être repoussée au 1er janvier. Vous savez que cette écotaxe, donc voilà, je vous ai rappelé ce qu'elle était. Elle vise à internaliser des coûts externes et elle vise à favoriser l'intermodalité. C'est une promesse, un engagement du Grenelle de l'environnement dont on voit bien qu'elle a des difficultés à se concrétiser. Donc différents décrets, je ne vais pas m'attarder sur ces aspects-là, plusieurs d'entre vous sont très en fait, ont essayé de préciser les modalités d'application, le réseau taxable, les véhicules assujettis, mais la collecte des données, ne serait-ce que la collecte des données recueille un certain nombre, enfin fait face à un certain nombre de difficultés et donc nous reviendrons tout à l'heure, enfin mon collègue reviendra tout à l'heure sur l'aspect qui nous, douaniers, nous a le plus heurté dans la mise en place de cette taxe. Vous savez qu'elle a été confiée à un prestataire privé, qu'elle va coûter au bas mot, l'administration, la Direction générale des douanes avait donné le chiffre de 170 millions d'euros par an. Nous sommes maintenant à 240 millions d'euros, donc c'est un coût d'intervention. Quand nous, on nous fait faire des ratios sur les coûts d'intervention, c'est vraiment un coût d'intervention extrêmement important, donc qui nous a énormément posé problème, qui nous a fait réclamer donc que cette taxe suive le circuit habituel, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, la collecte de données, la liquidation de la taxe doit pouvoir s'effectuer grâce à un boîtier électronique embarqué avec un dispositif de contrôle automatique et donc nous aurions un service dédié à Metz pour les éventuels contrôles de deuxième niveau.
Bon, je rappelle simplement que pour nous, la mise en place de ce dispositif doit se faire en concertation avec les organisations syndicales de salariés du secteur professionnel concerné, ce qui nous semble très important. Enfin, dernier point dans cette intervention, c'est vraiment la taxe à laquelle nous croyons le plus, je dirais en tant que douanier, c'est la taxe qui vise à lutter contre les pollutions et les nuisances au moyen de la TGAP, puisque pour nous, cette taxe générale sur les activités polluantes, c'est le seul outil qui a été mis en place avec une visée environnementale. Alors, vous voyez, c'est un dispositif qui s'est extrêmement complexifié dans la dernière période. Les périmètres ont changé, les taux, les exonérations. C'est un dispositif qui peut sembler des fois amoindri par la complexité des dérogations, mais toujours est-il, donc c'est le transparent suivant, que quand vous regardez les produits, c'est un dispositif qui a prouvé son efficacité. Nous citons souvent la taxation croissante sur les teneurs en phosphate dans les lessives, qui a conduit à une modification des chaînes de production pour introduire moins de phosphate et pour les industriels payer moins de taxes. Donc, quand vous voyez le produit de cette taxe sur les lessives, vous voyez qu'effectivement, là, il y a eu une modification des comportements, en l'occurrence des chaînes de production. Vous voyez aussi sur ce transparent quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a une vraie montée en puissance de cette taxe. De 633, on passe à 733 millions d'euros. Donc on voit qu'il y a une vraie montée en puissance, ce qui n'est pas sans nous poser un certain nombre de questions sur lesquelles mon collègue reviendra. Dernier point en conclusion pour ma part, c'est que la fiscalité écologique pour nous est un outil pertinent dès lors qu'elle est couplée à d'autres instruments de politique publique et que sa montée en puissance se situe dans une dynamique d'évolution de l'ensemble des prélèvements obligatoires permettant de prendre en compte à la fois l'efficacité économique, la justice sociale et l'urgence environnementale. Et pour nous, cette mission fiscale de la douane, qui consiste à percevoir, à contrôler tout ce qui relève de la fiscalité environnementale, à quelques exceptions près dont j'ai parlé, est une mission essentielle qui répond bien aux préoccupations des citoyens en favorisant des modes de production et des modes de consommation plus durables. Bien, je vais enchaîner sans plus tarder avec donc une intervention qui sera plus centrée sur les enjeux pour la douane et les questions sur les capacités collectives de la douane pour répondre à ces enjeux de demain. Et ça s'inscrit dans le droit fil de ce que Pierrette Crozemarie vous a annoncé. Donc, quels sont les enjeux, tout d'abord, de la fiscalité environnementale pour la douane ? Premier enjeu, la nécessité de sécuriser la ressource fiscale au meilleur coût, non pas au moindre coût, mais au meilleur coût, pour garantir la perception de la fiscalité verte au niveau des recettes prévues et votées par le Parlement lors des lois de finances. Répondre à un problème de société par une taxe ou par l'instauration d'une norme, ça ne pose pas beaucoup de difficultés. Mais on occulte très souvent le fait que la norme votée ou la taxe votée doit pouvoir être réellement recouvrée et donc contrôlée. C'est donc aussi pour la douane disposer des ressources humaines et matérielles qui lui permettront de lutter efficacement contre les fraudes en matière de fiscalité énergétique et environnementale. En 2012, un chiffre, la douane a redressé de l'ordre de 300 millions d'euros de droits et taxes fraudés. Parmi ceux-ci, nombre de manœuvres ayant pour résultat ou pour effet d'éluder la fiscalité énergétique ont été recensées. Mais des manœuvres de plus en plus sophistiquées, en se glissant dans tous les interstices, dans tous les angles morts, des mécanismes fiscaux de plus en plus complexes. Alors certes, des directives communautaires encadrent ces régimes fiscaux, mais comme pour le domaine social, en matière de fiscalité, l'unanimité empêche encore toute réelle harmonisation. Si bien que,
Là encore, en matière de fiscalité environnementale, la concurrence fiscale, censée dynamiser le marché intérieur, joue encore un rôle à ne pas sous-estimer. Avec les moyens qui lui sont alloués pour cette mission fiscale, qui représente de l'ordre de 3 500 ETPT, c'est-à-dire emploi à temps plein. La douane doit donc encadrer et contrôler toute la chaîne de l'importation, de la production, du transport et de la distribution des carburants, des combustibles, des biocarburants, du gaz naturel, de l'électricité, du charbon, bref, de toutes les assiettes taxables en matière de fiscalité énergétique. Et je pense important de dire que la douane perçoit ces taxes aujourd'hui à moindre frais pour le contribuable, puisque pour 100 € de taxes collectées, le coût d'intervention de la douane dans son action de perception et de contrôle ne représente que 10 centimes pour la fiscalité énergétique. 100 € collectés, 10 centimes le coût de la collecte. Deuxième enjeu pour la douane, assurer le verdissement de la fiscalité. Alors ce verdissement a été initié il y a quelques années, il y a 4 ans, on va dire, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, par trois outils principaux. Premier outil, la création d'une taxe poids lourd, on en a parlé déjà, qui visait à éviter le report modal du transport de poids lourds vers les voies routières secondaires. Ça a été initié en Alsace pour éviter que les poids lourds allemands n'empruntent les routes nationales du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Cette taxe devait rapporter initialement 1,5 milliard d'euros par an, aujourd'hui 800 millions au fil des dégrèvements, et elle constitue un épisode à l'époque qualifié d'innovant par le gouvernement d'alors, puisque c'est la première fois depuis 1789 que celui-ci a confié la perception d'un impôt à un organisme privé, Ecomove, autour d'un partenariat public-privé. On notera au passage que les frais d'assiette et de perception, le fameux coût de la collecte de l'impôt, prélevé par l'opérateur privé, s'élève, si j'ai bien suivi les chiffres annoncés par Pierrette, à plus de 20%. Pour 100 € collectés, plus de 20 € iront vers le collecteur privé. La douane, quant à elle, a été reléguée au contrôle et au recouvrement forcé, qui évidemment représentent les processus les plus complexes. Second outil, la création d'une taxe carbone. En juillet 2009, il y a 4 ans, la douane a été chargée de bâtir en 6 mois un régime fiscal complet devant rapporter alors 5 à 8 milliards d'euros au budget de l'État. Cela a été peu médiatisé, mais la douane a rempli sa mission, puisque en 6 mois, tout était techniquement prêt au 31 décembre 2009 pour assurer la collecte de cette taxe, dont le produit final a été revu à 1,5 milliard d'euros compte tenu des multiples exonérations assorties au projet et qui ont finalement conduit purement et simplement à son annulation par le Conseil constitutionnel compte tenu de la rupture évidente d'égalité de tous devant les charges publiques. Selon les experts des douanes, et on l'a vu avec Pierrette Rosemary, des experts économistes du comité fiscal écologique, des solutions plus simples, plus efficaces et plus justes sont tout à fait envisageables. Troisième outil, dernier outil, la réforme de la taxe sur les activités polluantes aura finalement été le volet le moins médiatisé du Grenelle de l'environnement, mais le plus abouti des mesures, puisqu'il a englobé de nouvelles assiettes, notamment l'incinération des déchets ménagers, mais aussi de nouveaux composants polluants dans l'air. Le deuxième temps de mon intervention, maintenant que je vous ai donné les deux principaux enjeux, à savoir sécuriser les recettes fiscales, verdir la fiscalité, est-ce que la douane est suffisamment armée aujourd'hui et demain dans le cadre du plan stratégique douane 2018 pour assurer une sécurisation des recettes fiscales optimale et toujours offrir un niveau d'expertise satisfaisant en matière de fiscalité environnementale? Le citoyen contribuable souhaite aujourd'hui bénéficier de supports déclaratifs modernes, télédéclaration, télépaiement. Dès lors, une concentration du maillage territorial des services de la seule activité de gestion est techniquement possible et peut-être, du point de vue du citoyen, souhaitable. Mais le mouvement envisagé dans le cadre du plan stratégique Douane Horizon 2018 devrait aboutir à une rétractation sans précédent
du dispositif douanier, non seulement en matière de gestion, mais surtout s'agissant du contrôle de ces fiscalités. Prenons un exemple. Dans une interrégion douanière, comment aujourd'hui assurer une sécurité fiscale satisfaisante à nos concitoyens lorsqu'un seul service d'une quinzaine d'agents doit couvrir un territoire à contrôler aussi vaste que la Belgique? Je regarde notre ami belge. Et que ce territoire comprend plusieurs raffineries, plusieurs usines pétrochimiques, des entrepôts pétroliers, des milliers d'opérateurs qui manipulent des produits censés se trouver fiscalement sous douane, c'est-à-dire sous contrôle, sous protection et non encore fiscalisés. Comment donc contrôler ces 30 000 km², même un peu plus, avec même des crédits de fonctionnement en forte baisse, ne permettant plus d'utiliser toute l'année les véhicules de service pour effectuer les contrôles sur place, alors que vous l'aurez compris, la fiscalité environnementale, la fiscalité écologique exige, compte tenu de la nature des éléments d'assiette, que les contrôles physiques soient incontournables. En matière de taxes poids lourds, autre questionnement, peut-on valablement contrôler les millions de trajets taxables envisagés? Et comment peut-on sanctionner les 4 700 infractions quotidiennes déjà prévues? Peut-on le faire au rythme actuel des suppressions d'emplois douaniers? Faut-il se réjouir de la baisse, dans le dernier projet de loi de finances pour 2013, limitée à moins 80 emplois dans la branche de la surveillance pour cette année, grâce au recrutement lié à la mission TPL? Parce qu'effectivement, sinon, la baisse aurait été beaucoup plus significative. Autre question, de plus en plus de projets de fiscalité environnementale, on le voit, sont à l'ordre du jour de l'agenda politique. La douane peut-elle encore demain apporter son expérience et son expertise pour réussir en 6 mois certains projets de taxes très élaborés et offrir cette expertise aux décideurs en 2018 avec 15 à 20% d'agents en moins? Je conclurai très brièvement cette intervention en amenant, au travers de ces problématiques, à formuler quelques propositions très concrètes. Première proposition, confier toute mission de perception d'impôts à une administration publique conformément à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'encadrement et le contrôle du partenaire privé percepteur de la TPL semblent donc incontournables et indispensables. Deuxième proposition, ériger la sécurisation des recettes fiscales et la lutte contre les fraudes aux fiscalités environnementales comme prioritaires. À moyen terme, l'équilibre budgétaire, qui ne repose pas que sur les dépenses publiques, qui repose aussi sur les recettes publiques. On ne peut pas dire que la seule solution, ce soit de tailler dans les dépenses publiques, comme j'ai pu le lire encore hier soir dans l'éditorial du Figaro. Il faut aussi pouvoir assurer que le niveau de recettes voté par le Parlement sera effectivement celui qui se retrouvera dans les comptes publics. Troisième proposition, lutter contre le dumping environnemental en réorientant la fiscalité verte vers la lutte contre l'importation de produits issus de procédés de fabrication peu soucieux de l'environnement. Autre proposition, améliorer le caractère incitatif des fiscalités écologiques, parce que très souvent, quand on s'aperçoit un petit peu de leur mode de fonctionnement, de leurs tarifs et de leurs exonérations, on s'aperçoit bien vite qu'il s'agit d'alibi à une simple recherche de rendement budgétaire. Et enfin, c'est ce qu'avait dit Pierrette, je pense que les opérateurs qui sont confrontés à ces fiscalités partageront le même avis. Il est indispensable aussi d'avoir une certaine prévisibilité de l'impôt, que les opérateurs puissent œuvrer avec un champ à moyen terme stabilisé, clarifié, en simplifiant la fiscalité énergétique et environnementale, en supprimant peut-être aussi de nombreuses niches fiscales défavorables à l'environnement, peut-être en réduisant le tarif et en élargissant l'assiette. Toute complexification fiscale, ce sera le mot de la fin en ce qui me concerne, génère mécaniquement une hausse des coûts de gestion et une hausse des risques de fraude.